Le poème que vous m'avez demandé de commenter est un poème qui est issu du Parti pris des choses, un recueil de Francis Ponge, publié en 1942. Alors Francis Ponge a été affilié au mouvement surréaliste, quoiqu'il s'en détache évidemment par de nombreux endroits. Et dans le Parti pris des choses, il va justement prendre ce parti des choses, c'est-à-dire retourner à ce qu'est la chose, essayer d'en proposer des définitions, et de ces définitions va naître la poésie. Ici, dans les murs, il s'agit sans doute du poème dans lequel le lien entre l'objet décrit et la poésie est le plus visible. On pourrait considérer même que les murs fonctionnent comme ce qu'on appelle un art poétique, c'est-à-dire la définition de ce qu'est la poésie et la définition de comment est-ce qu'on écrit de la poésie, ici spécifiquement selon Ponge. Je passe ainsi à la lecture de ce poème. Au buisson typographique constitué par le poème sur une route qui ne mène hors des choses ni à l'esprit, certains fruits sont formés d'une agglomération de sphères qu'une goutte d'encre remplit. Noirs, roses et kakis, ensemble sur la grappe, ils offrent plutôt le spectacle d'une famille rogue à ses âges divers qu'une tentation très vive à la cueillette. Vu la disproportion des pépins à la pulpe, les oiseaux les apprécient peu. Si peu de choses au fond leur restent quand du bec à l'anus ils en sont traversés. La question qui va mener le commentaire linéaire de ce texte est la suivante. En quoi l'alchimie poétique est-elle d'abord une transmutation du regard ? Car en effet, en tant qu'art poétique, le poème va nous donner un aperçu de ce qu'est la poésie pour Ponge, et cette poésie, c'est avant tout pour lui une manière de regarder le monde. Pour répondre à la question problématique, je partagerai le texte en 3 étapes qui rythmeront le commentaire. Une première étape qui ira de la ligne 1 à 4, dans lequel on va nous parler du buisson, c'est-à-dire une métaphore in presentia, mais syntaxiquement confuse. Ensuite, de la ligne 5 à la ligne 10, où cette fois-ci la métaphore va être filée, mais elle n'est plus in presentia, elle est in absentia, on va nous parler du fruit. Et enfin, de la ligne 11 à la ligne 16, la métaphore va être explicitée, passe de la métaphore à la comparaison, et ici on parlera précisément du poème. Je commence ainsi le commentaire. Le premier paragraphe va mélanger syntaxiquement des référents qui appartiennent au domaine de la nature, auquel les murs, le titre, nous avait attachés, et d'autres éléments sémantiquement rattachés à la création poétique ou au poème. Ainsi, on peut relever buissons ou fruits, qui font explicitement référence aux murs appelés par le titre, mais on a poèmes, typographiques ou gouttes d'encre, qui font, eux, référence plutôt à l'écriture poétique. L'intérêt dans ce paragraphe, c'est que justement, syntaxiquement, tous ces champs lexicaux sont confondus. Les buissons typographiques, ici, typographique qui appartient à un poème, va être lié au groupe nominal buisson, puisqu'il en est l'adjectif, et donc du coup, ça va former une unité syntaxique, alors même que sémantiquement, ces 2 mots appartiennent à 2 éléments différents. Et donc c'est cette idée de confusion qui va structurer ce paragraphe qui fonctionne donc comme une métaphore in presentia, dans le sens où le comparant et le comparé sont bien présents à travers ces 2 champs lexicaux. Alors ces buissons typographiques constitués par le poème, ici c'est bien du poème que l'on parle, sur une route qui ne mène hors des choses ni à l'esprit, ce buisson typographique, il s'agit ici du poème dont on parle. Et ça va pouvoir être précisé par la proposition subordonnée relative qui complète route, qui ne mène hors des choses ni à l'esprit. Si ça ne mène hors des choses, ça veut dire que ça mène dans les choses. Si ça ne mène pas à l'esprit, ça veut dire que l'on reste dans leur matérialité. Donc la route dont il est question, c'est la route du poème qui va nous amener à la matérialité profonde de la chose. Et en cela, on peut bien identifier ici l'art poétique spécifique de Ponge, dont on trouve un indice dans le titre du recueil, le parti pris des choses. Il s'agit de prendre le parti des choses, de rentrer dans les choses, dans leur matérialité de choses. Et donc, dans la matérialité de cette chose, on va trouver certains fruits qu'une goutte d'encre remplit. La métaphore continue, les fruits que l'on trouve sur les buissons
eh bien ces fruits, puisque le buisson est le poème, eh bien ces fruits pourraient être éventuellement les mots, ce que vient confirmer l'idée qu'ils sont remplis d'une goutte d'encre. Mais ces fruits noirs, donc, composés, formés d'une agglomération de sphères, eh bien ce sont toujours les murs. Donc cette agglomération de sphères, l'intérêt qu'il y a ici, c'est bien de voir comme quoi finalement le poème, tout comme l'objet mûr, la chose mûre, va être caractérisé à la fois par sa simplicité, la sphère, qui est une forme éminemment simple, et sa complexité. C'est une agglomération de sphères. Dans l'agglomération de la simplicité naît la complexité, de la même manière qu'en agglomérant plusieurs éléments simples, comme des mots, eh bien on va aboutir à un poème qui sera complexe d'approche, et c'est ce qui va se développer dans la deuxième partie du texte. Cette deuxième partie, donc, qui va s'attacher non plus aux buissons mais aux fruits, elle va se caractériser par sa diversité. Noir, rose, kaki, ici on a une énumération de couleurs qui représente les différents stades de maturité des fruits. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que noir, rose, kaki, dans les sonorités, noir va partager le son R avec rose et le son A avec kaki, comme si en quelque sorte le noir était l'aboutissement des étapes du rose et du kaki, dans le sens où, de manière sonore, il va être la fusion des deux. Ces couleurs sont ensemble sur la grappe, et alors là, du coup, c'est à la fois la grappe du buisson, c'est-à-dire que sur un buisson de ronces, eh bien, nous allons avoir plusieurs fruits à différents stades de maturation, mais c'est aussi, cette grappe, c'est aussi l'agglomération des sphères, puisque à l'intérieur même de la mûre, eh bien, chacune des sphères n'est pas au même stade de maturation en même temps. On arrive très souvent à avoir un objet mûr qui est de plusieurs couleurs simultanément, tout simplement parce que chaque sphère suit des étapes de maturation différentes. C'est en ce sens que Ponge développe ensuite, ils offrent le spectacle d'une famille rogue à ses âges divers. Chaque buisson, mais chaque mûr aussi, montre, on retrouve cette idée dans le terme spectacle, montre une temporalité différente. Un stade de maturité différente. La temporalité se voyant avec les âges, et du coup, dans la métaphore, c'est le stade de la maturité. Donc la famille fait référence à la grappe, la métaphore se file, et ce qui est intéressant ici, donc, c'est l'aspect arrogant qui se met à l'écart de nous. Dans l'adjectif rogue et dans le caractère arrogant, le fruit se met à l'écart. Le fruit se met à l'écart de celui qui voudrait le cueillir. Et c'est ce qu'on trouve dans la structure plutôt que, ils ne sont pas une tentation très vive à la cueillette. Ici, on reconnaît une litote, et cette litote va être explicitée dans le paragraphe suivant. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas envie de les cueillir ? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a une disproportion des pépins à la pulpe. Il n'y a pas beaucoup à manger et beaucoup à ne pas manger. Le pépin étant ce qui va nous traverser, c'est le dernier mot du paragraphe, ce qui va nous traverser sans être digéré. Si peu de choses au fond leur restent, quand du bec à l'anus ils en sont traversés, on reconnaît ici le passif, la structure passive aussi. Cette digestion va nous rapprocher à la matérialité véritablement de la chose. Donc trivialité que l'on va retrouver aussi avec l'expression du bec à l'anus, qui va réduire finalement l'oiseau à son seul tube digestif, extrêmement simplifié, qui va insister sur la matérialité, la trivialité de ce tube digestif. Mais ce qui est intéressant, c'est que ici, il ne s'agit pas d'une personne qui a mangé le fruit, mais d'un oiseau. Et du coup, l'oiseau, dans l'imaginaire alchimique, l'oiseau, c'est celui qui arrive à décrypter les mots, on parle de langage des oiseaux par exemple, et bien ici, lorsque l'oiseau mange le fruit, eh bien finalement, il y a peu de choses qui lui en restent. Mais l'intérêt de prendre l'image de l'oiseau ici, outre la référence à l'alchimie poétique, eh bien c'est aussi le fait que ces pépins, précisément, peuvent devenir fertiles à partir du moment où ils sont passés dans le système digestif de l'oiseau. Et en fait, l'intérêt de la mûre, ici, est qu'elle va montrer que cette digestion apporte plus à la mûre qu'à l'oiseau. Puisque le poème, du coup, si on transfère sur la métaphore, le poème va se construire dans ses lectures, y compris dans ses lectures superficielles. Et ici, on va voir que dans sa métaphore du poème, le fruit est l'idée selon laquelle ma lecture apporte plus au poème qu'elle ne m'apporte à moi.
Et en cela, du coup, eh bien, la transmutation du regard, elle est à la fois sur l'objet que je regarde, mais elle est aussi sur ma pratique de l'écriture poétique et ma pratique de la lecture poétique. Je passe ainsi à la troisième partie qui va s'ouvrir sur une conjonction de coordination à valeur adversative, mais qui va nous amener à relire l'intégralité du poème, puisque les métaphores ici vont s'expliciter. Le poète, au cours de sa promenade professionnelle, il s'agit ici bien de la posture du poète, de son métier, de son travail, et le terme promenade rappelle la route évoquée au vers 2. Donc il y a bien ici un lien entre le début et la fin du poème. Et donc ce poète, considérant la mûre, en prend graine à raison. Alors on retrouve là encore la confusion ou le lien entre le vocabulaire de la poésie, le vocabulaire de la nature, qui est en lien avec les mûres. Mais l'intérêt ici est l'expression « en prend de la graine », puisque à la fois la graine est le pépin qui était évoqué avant, mais le pépin fertilisé, puisque la graine est fertile. Donc il en prend de la graine, et lui-même, en ayant transmuté son regard, en ayant pris conscience qu'il y a besoin de passer par la trivialité du tube digestif, et bien du coup, lui-même, son écriture en devient fertile. Et c'est ainsi que s'ouvre la dernière partie, qui est un discours direct, comme on voit avec les guillemets et l'incise, se dit-il. Discours direct qui va donner une conclusion, fonctionner quasiment comme une morale, une conclusion qui va être introduite par la locution « ainsi donc ». Alors quelle est la morale ? Quelle est la leçon de vie que va tirer le poète de son observation, de la transmutation de son regard sur la mûre ? Eh bien c'est la suivante, c'est qu'une fleur très fragile, on voit ici le superlatif absolu qui va insister sur la fragilité de la fleur, quoique par un rébarbatif enchevêtrement de ronces défendues, proposition subordonnée conjonctive concessive, même si elle est défendue, elle reste très fragile, défendue par un enchevêtrement qui fait référence du coup ici au buisson de la ligne 1, l'enchevêtrement de ronces, et bien du coup, elle va pouvoir porter du fruit, et chacun de ces fruits est un fruit multiple. Chacun de ces fruits est une agglomération de sphères. Cela va se faire à coup d'efforts patients. Ici va se lier finalement, dans cette transmutation du regard sur la mûre, l'explicitation du lien qu'il y a, de l'identification qu'il y a entre la mûre comme objet poétique dans le sens où c'est l'objet sur lequel j'écris, et de la mûre comme objet poétique dans le sens où c'est un objet qui représente la poésie. Et finalement, on va arriver à cela, le poète arrive à cela, dans le passage de la figure de la métaphore à la figure de la comparaison, qui arrive à la ligne 16, comme aussi ce poème est fait. Et du coup, ici, ce qui est intéressant, c'est que l'on voit que ce qui fait un poème, c'est finalement l'adéquation du mot à la chose. Mûres, parfaitement, elles sont mûres. Donc le poème est à la fois un résultat, mais c'est aussi un processus de maturation, de la même manière que la mûre n'est mûre que quand elle est mûre, et bien le poème n'est poème que quand il est devenu poème, quand il a bénéficié de cette transmutation du regard qui est la maturation nécessaire à l'élaboration d'un poème. Et cela, c'est tout, et à la fois ce n'est rien, sans beaucoup d'autres qualités. Donc cette adéquation du mot à la chose, finalement, en dernier ressort, eh bien c'est ce que permet la transmutation du regard. Mon regard, une fois transmuté, me permet de trouver le mot qui est la chose. Ainsi donc, nous nous étions posé la question suivante, en quoi l'alchimie poétique est-elle d'abord une transmutation du regard ? C'est ce sur quoi le poème termine. La mûre est une métaphore de la poésie comme résultat, la mûre est un poème, mais aussi comme processus. La mûre est le résultat d'un processus de maturation. Et ce processus, lorsqu'on l'applique à la poésie, eh bien, c'est cette transmutation du regard, puisque le regard du poète est précisément ce qui permet d'expliquer des liaisons inexplicables. Ainsi donc, cette transmutation du regard, le fait de considérer le monde de manière nouvelle, et la transmutation c'est bien une transformation intérieure, donc moi-même je change de regard sur le monde, et bien du coup ça va me permettre de définir ce que c'est que l'alchimie poétique. Donc cette alchimie poétique, c'est d'abord une pratique poétique comme mode de vie.
Il s'agit bel et bien de faire de l'inaperçu un point focal. Et en ce sens, eh bien, cet inaperçu va se faire symbole, va se faire livre du monde et va proposer une explication métaphorique d'une vision du monde et même d'une raison de vivre pour le poète, ici. C'est la promenade professionnelle. Donc, considérant la mûre, je me permets, dans mon alchimie poétique, c'est-à-dire dans mon mode de vie alchimique poétique, de trouver du nouveau au fond du connu, en quelque sorte, si on veut réopposer Claudel à Baudelaire. Deuxième point, eh bien, c'est que cette transmutation du regard, elle me permet de considérer l'alchimie poétique comme une pratique poétique d'écriture. Et en ce sens, l'écriture poétique est bel et bien alchimique dans le sens où elle procède par analyse et par synthèse. Ce qui est particulièrement présent ici, puisque dans l'art poétique de Ponge, eh bien, il s'agit bel et bien de dissoudre le monde, de le considérer comme une agglomération de sphères. Il s'agit de dissoudre le monde pour en poser une définition au plus proche. C'est vraiment ça le but de la poésie pour Ponge. Donc analyse, synthèse permanente, on retrouve bien ici l'idée de l'alchimie comme processus poétique. Dernier élément, eh bien, ça va être que la transmutation de mon regard va me permettre de poser un regard nouveau sur la pratique poétique comme lecture. Et en effet, la lecture poétique suppose une digestion, parfois complexe, pour pouvoir aboutir à une appropriation. Et en cela, eh bien, on est toujours dans cette alchimie poétique, puisque le processus de digestion résulte bel et bien en une métamorphose du monde. Ma lecture me permet de rendre fertile le poème, mais aussi métamorphose du moi, puisque dans mon appropriation, eh bien, je change. Je ne suis plus le même, une fois que j'ai lu les murs de Ponge, je ne suis plus le même parce que je sais, maintenant, que le monde est symbole. Pour ce qui est de la question de grammaire, vous m'avez demandé d'étudier les expansions du nom dans le premier paragraphe. Alors ici, nous avons tous les types d'expansions du nom qui sont représentés, les adjectifs, les propositions subordonnées et les compléments du nom. Je commencerai par les plus simples pour aller aux plus complexes. Alors les exemples les plus simples d'expansion du nom dans ce paragraphe sont les compléments du nom. Nous en avons deux, d'encre qui complète goutte, de sphère qui complète agglomération. Ce sont bien des compléments du nom puisque ce sont des groupes nominaux introduits par une préposition, de, dans chacun de nos cas, et qui complètent eux-mêmes un autre nom, respectivement goutte et agglomération. Deuxième expansion du nom qui est peu complexe, ce sera ici les propositions subordonnées relatives. La première, elle est ligne 2, qui ne mène hors des choses ni à l'esprit, qui va compléter le nom antécédent route. Il s'agit bien d'une proposition subordonnée relative puisque elle est introduite par un pronom relatif, qui. Deuxième occurrence de proposition subordonnée relative, qu'une goutte d'encre remplie. Ici, on a bien une proposition qui est introduite par un pronom relatif, mais un pronom relatif élidé. Il s'agit de que, élidé en qu'une, devant initiale vocalique. Cela pourrait être aussi une conjonction de subordination. Il faut donc bien voir que cette proposition, qu'une goutte d'encre remplie, complète bel et bien un nom et non pas un verbe. En l'occurrence, ici, c'est un peu plus complexe que ça parce que ça ne complète pas simplement un nom, mais un groupe nominal complexe, puisque ça complète agglomération de sphères en tout, et donc s'il fallait vraiment trouver le nom antécédent complété, ce serait agglomération, puisque agglomération lui-même est complété. Cependant, ça pourrait être aussi les sphères qui sont remplies par la goutte d'encre. Certaines mûres ne sont pas mûres de manière uniforme. Dernier élément, ça va être les adjectifs. Alors nous avons 3 adjectifs ici. Un qui est simple, c'est un adjectif qualificatif. Il s'agit de typographique à la ligne 1. Il s'agit d'un adjectif qualificatif épithète lié au nom buisson. Et nous avons 2 adjectifs verbaux. Le premier, il est toujours ligne 1. Il s'agit de l'adjectif constitué. Du coup, on va considérer l'ensemble du groupe, constitué par le poème, comme adjectif verbal, épithète détachée de buisson. Dernière occurrence d'adjectif, adjectif verbal, que l'on trouve à la ligne 3, formé. Là encore, on peut prendre tout le groupe, formé d'une agglomération de sphères, qui va être un adjectif verbal qui complète fruit. L'identification est complexe du fait de la forme passive. Donc on peut tout aussi bien
considérer qu'il s'agit d'un verbe à la forme passive et non pas d'un adjectif, mais la forme passive, du fait de l'utilisation de l'auxiliaire être, pourrait autoriser à identifier, former ici comme adjectif verbal, attribut du sujet fruit.